Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Bienvenue également à Benoît Cornu, que je vous présenterai tout à l'heure et qui nous rejoint au nom de Juste, la maison de talent qu'il a cofondée avec Louise Beveridge, pardon, qui s'excuse de ne pouvoir être présente ce soir malheureusement. Elle a un empêchement de dernière minute, mais on a Benoît qui va tout nous dire sur cette aventure qu'il a montée avec Louise il y a 2 ans. Voilà, je vous partage immédiatement l'ordre du jour de cette soirée qui va durer 1 heure et quart. Je vous présenterai le cercle très rapidement. Évidemment, ça prendra 3 slides. On passera ensuite sur le vif du sujet après un petit sondage pour savoir si vous connaissez Juste ou pas, quel est le public que nous avons là ce soir, des aficionados de Juste ou des personnes qui viennent le découvrir. On va passer ensuite à la présentation par Benoît de cette entreprise de management de transition. Et puis, on va aller dans le vif du sujet sur la thématique du soir, puisqu'il nous propose une approche nouvelle du management de transition. Non, mais je n'ai pas le son. Talent as a Service, il nous dira tout cela. On passera évidemment aux questions-réponses qui vont suivre, qui vont émerger tout au long de la présentation. On fera une enquête de satisfaction sur la fin et puis on clôturera cette heure et quart passée ensemble. Allez, en 2 mots, le cercle, c'est juste une initiative pour faciliter la vie des managers de transition que nous sommes. C'est juste 50 services qui sont à notre disposition pour trouver une mission, se former, s'informer, réseauter, gagner en visibilité. Voilà, par exemple, juste une première page sur l'annuaire des entreprises de management de transition qui sont au nombre de 111 à votre disposition. Juste un autre annuaire, celui des 387 contacts qui sont à joindre dans ces entreprises de management de transition avec des critères de tri pour rejoindre les bonnes personnes. Et puis, troisième service le plus prisé par vous-même, eh bien, ce sont juste les missions qui sont publiées sur Internet par certains cabinets et qui me sont transmises, ces offres de missions, de plus en plus par d'autres qui ne publient absolument pas, mais qui vous réservent la primeur de ce qu'ils ont à pourvoir. Voilà. Je terminerai cette rapide présentation du cercle ainsi. Voilà, c'est très rapide et c'est tout ce que je voulais vous dire. Allez, on passe au vif du sujet avec Benoît. Mais avant de lui passer la parole, allez, un petit sondage pour que vous nous disiez si vous connaissez Juste ou pas. Avez-vous une fois vu Juste dans votre vie ou non? Vous n'avez jamais vu Juste depuis que vous êtes né? Voilà, à vous de répondre oui ou non. Une grande majorité, quand même 80%, je vois le sondage défiler et je vous le publie dans 5 secondes. Une grande majorité n'a jamais vu Juste. Eh bien, voilà, je mets fin au sondage. Je partage les résultats. Vous les avez normalement à l'écran. En effet, 13 personnes sur les 53 qui ont répondu eh bien, connaissent Juste et 75% ne le connaissent pas. Donc, une vraie découverte, Benoît, pour la plupart. J'arrête le partage. Je passe au slide suivant et plutôt à la présentation. Simplement, avant de
avant de, comment dire, eh ben voilà, Louise, que je présente grâce à un extrait de LinkedIn, et puis et Benoît, à qui je vais passer la main immédiatement. J'arrête le partage. Je voudrais simplement dire, pour présenter Benoît Cornu, que Benoît a pu allier une expérience opérationnelle en marketing et dans la distribution à un parcours dans la com, la transformation des marques, la RSE et les affaires publiques. Voilà, Benoît, vous avez œuvré dans des grands groupes comme Casino, PMU, Elior, à des niveaux de comité exécutif, comité de direction, en accompagnement des directions générales. Bon, j'ai évidemment juste, pour lancer le débat, une question à vous poser. Pourquoi avoir quitté ces fleurons de l'industrie française pour créer juste le troisième jour du premier confinement, enfin le 20 mars 2020, il fallait oser quand même. C'est juste fait exprès, Benoît, ou voilà, expliquez-nous un peu la raison de cette création. Alors, le 20 mars 2020, non, comme tout le monde, on a été un peu saisis. Effectivement, on avait programmé ça parce qu'on trouvait que c'était amusant de créer une entreprise et de l'annoncer avec le printemps. Et effectivement, on a dû changer un petit peu nos plans, mais je vais venir. En tout cas, merci de votre invitation. Et puis, merci de prendre le temps de nous écouter. Effectivement, je conçois qu'un grand nombre d'entre vous ne connaissent pas Juste, qui est un cabinet qui démarre par une spécialisation, avec vocation sans doute à ouvrir un peu plus avec le temps. Et en fait, j'ai eu en plus le plaisir de reconnaître un certain nombre de noms sur la liste. Donc, certains d'entre vous, effectivement, on se connaît déjà. Mais pour les autres, ce sera une découverte. Donc, je vais essayer d'être précis, mais aussi concis. Juste, en fait, c'est un cabinet qu'on a positionné à l'origine en management de transition et qui est né d'une double frustration, celle de dirigeants et de DIRCOM, directeur de la communication et du marketing, qui avaient du mal, mon associé et moi, dans notre parcours, et en discutant avec nos pairs, c'est ce qu'on avait globalement comme ressenti, on avait du mal à trouver, quand on avait besoin de compétences de très bon niveau, à trouver des bons autrement que par le réseau. Et les cabinets traditionnels de management de transition, finalement, avaient beaucoup de mal à répondre aux besoins en termes de marketing et de communication. Et mon associé, Louise Beveridge, donc, qui, elle, a aussi un parcours dans la communication dans des grands groupes comme Société Générale, BNP Paribas et puis Kering, dont elle a assuré en fait la transformation de PPR en Kering, avait, après Kering, décidé de travailler en indépendance, comme vous le faites tous. Et elle avait aussi cette frustration de ne pas trouver via les cabinets les bonnes missions. Elle trouvait les missions, elle était très occupée, mais jamais, ou presque jamais, elle était appelée pour des choses qui étaient compatibles ou cohérentes avec son parcours. Et donc, finalement, on s'est dit qu'on allait faire le tour des grands cabinets traditionnels. À l'époque, on les voyait comme ça, pour essayer de travailler avec eux sur le développement de cette practice communication et marketing, convaincus que nous étions qu'il y avait un vrai potentiel de marché. Et vous en doutez bien, le succès a été tel que finalement, on l'a fait tout seul. Donc, on n'a pas réussi à les convaincre. Et on entendait à ce moment-là qu'il y avait, bon, la com et le marketing, c'est bien, mais ça fait à peu près 3 missions par an. Je vous donnerai quelques chiffres après, c'est fort heureusement beaucoup plus. Et donc, effectivement, on est né avec le confinement. C'est-à-dire une très belle opportunité pour un créateur d'entreprise de créer confiné parce que finalement, on ne sort pas beaucoup, donc on est très concentré à sa tâche. Et puis, on ne dépense pas du tout. Donc, encore une fois, dans une création d'entreprise, on est vraiment avec une frugalité extrêmement profitable. Ça nous a permis aussi d'aller très vite sur la constitution du vivier, en tout cas en premier niveau, parce qu'il était très facile d'organiser des Zooms ou des Teams. Et c'est quelque chose qui se développait très fortement. Et donc, consacrer une demi-heure, 3/4 d'heure à ça était assez simple, en fait. Et donc, très, très vite, on a listé à peu près une centaine de managers dans notre vivier. Pour être très honnête, la première mission a commencé en juin et on a vraiment commencé à travailler en septembre 2020. Et donc, depuis septembre 2020, on se développe dans le management de transition. Je vais y revenir, focalisé sur les métiers de la communication, du marketing et de la RSE, parce que ce sont nos métiers d'origine.
ce sont les métiers qu'on comprend, ce sont les métiers qu'on connaît, et ce sont les métiers sur lesquels on peut avoir une forme d'expertise qui est utile à la fois aux managers et aux entreprises. On a deux types de missions, soit ce qu'on appelle des missions de gap management. Il y a une vacance de poste, il faut remplacer, il faut quelqu'un pour tenir le volant. Vous connaissez tout ça par cœur, mais voilà, c'est une partie de nos activités. Et puis, on a aussi un certain nombre de missions qui sont plutôt dans l'accompagnement de la transformation. Il n'y a plus aujourd'hui de grands projets de transformation qui ne soient accompagnés de stratégies de communication, qu'elles soient internes ou externes. Et donc, effectivement, on est parfois sollicité et de plus en plus sur des missions qui vont être plutôt aider les entreprises à passer les caps et donc sur des missions qui sont plutôt dans la création de valeur que simplement dans la gestion des opérations courantes. Et puis, progressivement, on a élargi nos compétences et on a élargi notre champ d'action, pas simplement aux missions temporaires, mais également au recrutement et à la chasse de tête. Et on est de plus en plus sollicité par nos clients sur du recrutement, sur de la chasse de tête et sur des postes permanents. Et donc, on s'est positionné dans une logique, et qui est dans le titre que François a bien voulu mettre, de talent as a service, partant du constat qu'effectivement, ce qui est impératif pour les entreprises, c'est l'accès au talent, et que finalement, la forme contractuelle, elle n'est absolument pas secondaire parce que ça reste très important, mais parfois, ce n'est pas celle qui prime. Et donc, il peut y avoir effectivement le besoin pour les entreprises, soit de faire du temporaire, soit de faire du permanent, mais surtout d'avoir un interlocuteur spécialisé dans un certain nombre de métiers, capable finalement, dans une logique de one-stop shopping, d'être le partenaire et le prestataire avec qui il peut discuter. Et en fait, on fait un troisième métier qui est du conseil en organisation, en allocation de ressources. Et on accompagne nos clients sur leur organisation dans les métiers qu'on connaît, comment optimiser une organisation, comment optimiser mes ressources, et finalement arbitrer entre trois types de ressources. Les ressources purement internes et finalement les compétences clés, les potentiels stratégiques que l'on va plutôt internaliser, qu'on va plutôt essayer de fidéliser. Complètement à l'opposé du spectre, ce qui va être externalisé, dans une logique make or buy, c'est le buy. Et donc, qu'est-ce que je peux confier à des prestataires extérieurs parce qu'ils le feront mieux qu'en étant avec des compétences internes. On voit très bien, par exemple, dans les métiers de la communication, tout ce qui va être lié au digital, aux réseaux sociaux. Parfois, c'est beaucoup mieux de s'appuyer sur des compétences extérieures parce qu'elles ont un niveau de formation et de rafraîchissement de la formation, entre guillemets, qui les met au meilleur statut de l'art. Et puis, au milieu, il y a ce qu'on appelle, nous, la variabilisation, qui est soit le management de transition, soit les missions temporaires, et qui sont finalement la flexibilité par rapport à l'organisation fixe que se donne une entreprise pour avoir les bonnes personnes au bon moment pour le temps où elles en ont besoin. Et on joue beaucoup là-dessus. Et on avait commencé plutôt sur de la logique comité exécutif, comité de direction, et petit à petit, on s'aperçoit que le marché s'élargit. La nature des besoins, elle va à d'autres niveaux de l'organisation de la hiérarchie. Évidemment, nous, on ne descend pas en dessous de 10 à 15 ans d'expérience professionnelle, parce qu'en dessous, ça n'a plus beaucoup de sens, y compris en termes économiques, pour les entreprises. Mais le marché est sensiblement plus profond qu'on l'imaginait. Et l'accès aux compétences, comme j'ai dit, étant devenu absolument critique pour les entreprises aujourd'hui, et on le vit au quotidien, la guerre des talents est une réalité. Il est important qu'elles aient tous les leviers pour pouvoir accéder aux bonnes compétences, que ce soit permanent, que ce soit temporaire. Voilà, donc c'est un peu notre approche du marché. En tout cas, on est arrivé comme ça à se développer. On a aujourd'hui quelques chiffres, on a un peu plus d'une trentaine de clients qui sont essentiellement des grandes entreprises dans tous les secteurs d'activité. On a en vingtaine de mois, on a aujourd'hui 75 missions au compteur, donc ça commence à être effectivement significatif. On a en ce moment 20 managers en simultané, en temps réel. Et puis, on a en termes de recrutement, aujourd'hui, on travaille sur une dizaine de postes ouverts, une dizaine de mandats de recrutement. Donc, le marché est extrêmement dynamique et extrêmement poussé. Et avec cette vision, finalement, de comment optimiser une organisation, comment optimiser mes ressources en variabilisant et en flexibilisant l'organisation. Donc, ça, c'est un premier élément qui est plus un apprentissage. Quand on a démarré ce métier, nous, on était des communicants, on savait faire ça. On ne connaissait pas ce métier, on l'a appris très vite sur le terrain. Et le deuxième enseignement
que j'en tirerais, c'est que finalement, la réussite, qu'on a très relative, mais en tout cas, ce qui nous revient de la part de nos clients et de nos talents, c'est qu'on est extrêmement précis dans la qualité du matching et de l'identification du bon talent par rapport à la problématique donnée. Et en fait, on reste pour le moment concentré sur nos savoir-faire. On s'appuiera sur d'autres compétences pour nous aider à nous développer sur d'autres métiers. Mais ce qui compte vraiment, c'est la précision du profil que l'on met à disposition de l'entreprise, qu'on propose à l'entreprise. Et ça s'appuie d'abord et avant tout sur la qualité aussi du brief que l'on a de notre client. Et donc, on passe pas mal de temps à essayer de bien comprendre la réalité du besoin. Alors, on parle un peu métier, évidemment, parce qu'on parle soit des directions générales, soit des directions de la communication et un petit peu moins des DRH. Et donc, on peut aller très loin dans la spécification du besoin qui nous permet d'être extrêmement précis. On propose, on présente rarement plus de 2 profils à nos clients, parfois un seul, on prend un risque. Et aujourd'hui, on a sur 75 missions, on a eu 2 missions interrompues, et dont une était pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec le contenu de la mission. Donc, jusque-là, le ratio n'est pas mauvais, on espère pouvoir le maintenir, mais c'est pour nous un des éléments clés, c'est d'avoir été capable et de continuer à l'être extrêmement précis dans la réponse aux besoins qui nous est proposé. La deuxième facteur clé de succès, je ne sais pas s'il faut encore parler de succès, mais le deuxième élément qui fait qu'on va assez vite, c'est qu'on n'est pas, contrairement à beaucoup des cabinets de management de transition, on n'est pas organisé sectoriellement. On fonctionne par compétences et on rentre par les compétences. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut travailler aussi bien avec des banques qu'avec des équipementiers automobiles, avec des distributeurs, avec des mutuelles. On a très, très vite, finalement, une diversité de clients extrêmement large et qui fait qu'on peut intervenir dans tout type d'activité. Et donc, ça nous a permis d'aller beaucoup plus vite dans notre développement et d'être beaucoup plus conquérants quand on a voulu aborder tel ou tel secteur. Et ça, c'est un élément extrêmement important, c'est que rentrer par les compétences est aussi pour nos talents une clé. Et la valorisation des compétences, parce que parfois on voit certaines offres de services, certaines candidatures qui ont tendance à beaucoup pousser la vision sectorielle. Et moi, ce n'est pas une recommandation, mais je pense qu'il y a beaucoup de valeur à appuyer très fortement sur les compétences. Et quand on arrive à un certain niveau de maturité professionnelle et de seniorité, on s'aperçoit qu'une grande partie de notre expertise vient de l'expérience. Et cette expérience, il faut être capable de la valoriser. Et moi, j'engage beaucoup les talents avec qui on discute tous les jours à vraiment, vraiment être précis sur la cartographie de leurs compétences. Nous, nos talents sont enregistrés sur une plateforme, sur une base de données qui nous est propre et qui est interne. Et c'est ce qu'on leur demande, c'est d'imaginer ça sous forme de cartographie. Et donc, le secteur n'étant pas systématiquement un critère de choix, le B2B ou le B2C peut parfois suffire sur certains types de missions, il faut être vraiment capable d'avoir à donner, à montrer cette cartographie des compétences. Et s'il y a un message, on en a parlé avec François, qui peut avoir un peu d'intérêt pour vous, c'est celui-là. Parce que finalement, derrière, y compris quand on est, et surtout quand on est manager de transition, on se rend compte également que chaque mission est qualifiante. Et j'avais un manager tout à l'heure qui a une 50aine d'années, presque bilingue, qui travaille dans une entreprise anglo-saxonne et qui dit « J'améliore beaucoup mon anglais ». Et donc, elle se qualifie dans sa mission, y compris sur quelque chose qui pourtant n'est pas au centre de ses compétences, mais qui va lui apporter énormément. Et donc, ça fait partie des petits enseignements que l'on a. Et puis, le dernier élément, qui est aussi un élément d'observation, c'est un métier, non seulement de compétences, mais de talent, parce que finalement, on se rend compte que tous les gens avec qui on travaille sont, par rapport au métier, plutôt des bons. Plutôt des gens de talent par rapport à ce qu'on a pu croiser dans les entreprises. Car pour tenir et pour bien vivre de ce métier, finalement, il faut être compétent, il faut avoir du talent. Et parfois, on a un petit rôle d'agent qui n'est pas désagréable, avec certains managers qu'on va qualifier de bankable, et que certains sont assez demandés, voire très demandés. Voilà. Et on met beaucoup d'attention à ça, et puis on essaye d'accompagner autant que faire se peut nos talents, à la fois pendant les missions, mais aussi en dehors des missions,
essayer d'organiser des événements et de pouvoir discuter avec eux. Alors, beaucoup de cabinets le font, hein, mais ça a une vraie valeur et je pense que c'est extrêmement intéressant de le faire. Et puis, je vais essayer de garder le temps, le temps et pas vous le faire perdre. Si j'avais une première conclusion à tirer de ces 2 ans, c'est que ce métier ne fait en France que démarrer. Cette façon de travailler est promise à énormément de développement parce que les aspirations des entreprises aujourd'hui est d'avoir finalement les meilleurs au bon moment, comme je disais tout à l'heure, et donc c'est d'avoir les meilleures compétences et d'être capable d'y accéder vite, quitte à y mettre le prix, et que de l'autre côté, de plus en plus de salariés, et on l'observe tous les jours avec les entretiens que l'on a, aspirent à travailler différemment. Et la rencontre des deux, l'un ne pourrait pas se faire sans l'autre. Et post-confinement, on s'aperçoit que l'ensemble des sujets d'organisation du travail sont finalement posés sur la table sans vrai tabou. Et qu'on peut aujourd'hui parler de toute forme d'organisation du travail sans aucun problème, et que les entreprises le comprennent, les entreprises l'acceptent beaucoup plus que moi, les entretiens, quand je faisais mon étude de marché, je pouvais avoir avec les grandes entreprises que j'ai interrogées. Les entreprises sont plus ouvertes et dans une carrière, dans le parcours professionnel, le fait d'avoir été indépendant, puis salarié, puis indépendant, est finalement quelque chose qui doit apporter plus et qui crée sans doute un peu plus d'employabilité, si je peux utiliser ce très vilain mot, et qu'il faut maintenant raisonner peut-être beaucoup plus par cycle de vie professionnelle, parfois court, parfois long, mais qu'il y a un vrai potentiel, à la fois pour les entreprises, pour avoir accès vraiment au meilleur quand elles en ont besoin, et pour les managers de transition, ou pour les indépendants, parce que je vais les appeler comme ça, pour les indépendants, parce qu'on va avoir de plus en plus besoin d'eux. Et donc, ça donne beaucoup de perspectives pour le futur. Voilà, François, j'ai essayé d'être un peu compact. Je ne sais pas si c'était assez structuré, mais j'ai essayé de le faire dans le temps imparti. Très bien, merci beaucoup. Si, c'est j'allais dire une introduction à l'échange qui est très dynamique et très, je dirais pas rassurante, mais le fait de voir qu'après 20 mois, une structure qui s'est montée, donc spécialisée sur certaines activités, hein, la communication, la RSE, le marketing, et j'en oublie. Le positionnement très pointu sur le métier et non pas sur le secteur. Paye. Et d'autres entreprises de management de transition se sont spécialisées sur la supply, d'autres sur la finance, d'autres sur le juridique. Je crois beaucoup en ça aussi, oui. Oui, on travaille avec des confrères qui font la même chose que nous, mais de façon très spécialisée. Et en fait, on collabore parce qu'on a parfois, nos clients nous posent la question d'accès à des compétences qui ne sont pas dans notre savoir-faire. Et inversement, on a d'autres spécialistes qui nous envoient des demandes ou des missions et c'est extrêmement fluide et ça fonctionne extrêmement bien comme ça. Alors, il y a Véronique Lecomte et Géraldine Arnaud qui sont intervenues dans le chat. Si elles veulent prendre la parole, c'est l'occasion. Et puis après, il y aura aussi Emmanuel Katz là, qui est intervenu également. Géraldine ou Véronique, vous voulez intervenir? Bonjour, donc c'est Véronique. Bonjour Benoît. Je suis assez d'accord avec tout ce qu'a dit Benoît. C'est très juste et c'est vraiment quelque chose que moi j'ai pu expérimenter récemment, la précision de la description de la fonction, l'écoute du client. Je suis sûre qu'ils aident le client à exprimer exactement son besoin parce qu'ils connaissent parfaitement les situations que peuvent rencontrer les DIRCOM en l'occurrence. Et donc la définition de poste et de mission qui en sort est extrêmement précise, pointue, claire et nette. Donc, c'est très agréable quand on est manager de transition de pouvoir se positionner en toute connaissance de cause. Voilà, c'était mon commentaire. Et puis voilà, je les connais, je fais partie des 25% qui ont dit qu'ils les connaissaient. Et donc, c'est toujours un plaisir de les rencontrer. Ok, merci bien. Géraldine, peut-être? Non?
Oui, pardon, je Ben voilà. suis avec une mauvaise bande, alors vous n'allez pas me voir. Bonsoir à tous. Écoutez, je trouve ça très intéressant de sortir en fait de cette spécialisation sectorielle où tout le monde réclame d'avoir. Moi, je viens de la banque d'affaires, donc comme je suis habituée d'aller d'un secteur vers l'autre où il n'y avait pas de spécialisation, ça dépend des tailles des équipes. Donc, cette approche, je trouve ça intéressant. Et en rebondissant sur ce qu'a dit Véronique, moi, j'ai eu des mauvaises expériences avec des entreprises de management de transition en termes de définition des enjeux des clients, justement. Je trouve que c'est mal fait et je trouve que c'est essentiel que l'enjeu soit vraiment très clair parce que c'est ce qui permet de mesurer la satisfaction du client et le succès de la mission, quoi. Donc, je n'ai pas travaillé avec vous, mais c'est un élément essentiel, je trouve. Merci. Ok, merci bien. Emmanuel Katz. Emmanuel, ton micro est coupé. On se connaît aussi. Oui, bonjour Benoît. C'était ma question, c'est de savoir comment se faisait la répartition de vos missions là, parmi les 75 missions entre ce qui peut être véritablement communication, du corporate, du digital, du pur marketing ou de la RSE. Comment se fait globalement cette répartition de missions? Alors, c'est encore très massivement communication, mais parce que voilà, c'est notre environnement naturel et évidemment, nos premiers clients sont des gens que l'on connaissait déjà ou en tout cas qu'on pouvait approcher très facilement. Et dans la communication, Paris est un village, donc finalement, on va assez vite au contact. Donc, c'est massivement la communication, corporate plutôt, corporate, événementiel et un peu digital, avec des niveaux de mission qui sont soit du directeur de la communication, directrice de la communication, soit le niveau en dessous, donc direction de marque, direction de relations médias, direction de communication interne, direction événementielle, et puis après, des compétences un peu spécialisées. Un responsable de relations médias, dans une équipe de relations médias, ça peut valoir, ça peut mériter un investissement dans du management de transition dans une mission. Le marketing est en train de se développer. La complexité qu'on a dans les métiers du marketing, alors ce qu'on observe, hein, c'est absolument pas une vérité absolue, mais il y a d'un côté les métiers très orientés vers, en gros, les ventes, sales, et tout ce qui va être finalement très mécanisé ou très dataisé, pardon pour le mot, très focalisé data, et finalement avec des niveaux de compétences qui sont un peu plus faibles, même s'il peut y avoir la business intelligence, mais là, on est un peu moins là-dessus. Et de l'autre côté, des fonctions plus marketing stratégique, plus réfléchir, mais qui sont un peu plus étroites. Et le marché est plus étroit. Et donc, on essaie de trouver notre chemin là-dedans. Donc, on n'a pas énormément de… On commence à en avoir. En revanche, on a plus de missions de recrutement en marketing. D'accord. C'est plutôt du recrutement que de la mission. Et la RSE, c'est un métier qui est pas évident, parce que d'un côté, vous avez les compétences purement techniques. Quand vous avez besoin de baisser de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'une usine, il faut des ingénieurs pour le faire. Et donc, ça s'appelle RSE, mais c'est les ingénieurs. Et toute cette partie-là, ce n'est pas notre territoire. Le reste du marché est en train de se structurer. Et il y a de vrais besoins entre la stratégie RSE d'un côté et sa mise en œuvre opérationnelle dans les modèles d'affaires des entreprises. Il n'y a pas beaucoup de gens capables de le faire. Et donc, c'est un peu la guerre des talents et on essaie de se battre un peu parce que, y compris trouver des managers, n'est pas si simple. Voilà, donc après, on est encore sur un peu plus de 80% de missions et 20% de recrutement. Hein. C'est encore très massivement de la mission. Et alors, avant de passer la parole à Joseph Broker et à Peggy Delage, est-ce que, Benoît, vous constatez, comme sur certains autres métiers, on va dire, ou de façon générale d'ailleurs, le fait que le management de transition gagne les couches, on va dire, N-1 par rapport au CODIR, voire quelquefois d'ailleurs aussi N-2. C'est quelque chose que vous constatez, ça? Oui. Oui, alors je vais même faire quelque chose. Je vais tuer le management de transition. Je ne devrais pas, François. Je ne devrais pas. Non, mais en fait, on parle peu de management de transition en ce qui nous concerne. Ouais.
bon, dans les métiers de la communication, ce n'est pas quelque chose qui est bien compris. Ouais. Autant dans les logiques de direction générale, on voit bien ce dont il s'agit, mais dès qu'on rentre dans les spécialisations, et j'en discutais avec des gens dans d'autres compétences, d'autres métiers, dans les RH ou le juridique, c'est un peu la même perception. C'est parler de management de transition, quand on est dans des spécialisations, c'est plus compliqué. C'est un peu trop lié aux restructurations, gestion de crise, un peu soins palliatifs, et ce n'est pas ça du tout. Donc, on parle plutôt, nous, c'est pour ça qu'on parle de talent as a service, hein, c'est vraiment ça, et nous, on parle de mission, on parle d'indépendant, on parle de manager, on parle de talent, et on a un peu enlevé le mot transition parce qu'il parfois il perturbe. Mais pour répondre à votre question plus précisément, oui, c'est pour ça que j'ai que le marché, en fait, il est plus profond qu'on imaginait, parce que dans les spécialités, dans les métiers un peu précis où il faut des compétences très fortes, il y a des vrais besoins. Je rajouterai un point, alors ça, je ne saurais pas l'observer dans d'autres métiers parce que je ne suis pas compétent, mais dans les métiers de la communication et du marketing, c'est un métier de surcompétence. C'est un métier de surqualification. On peut avoir été directeur ou directrice de la communication et prendre une mission de relations médias. Sauf qu'on va être tellement, connaissant toutes les adjacences et ayant été dans la position plus haute, on est d'une efficacité qui sont pareilles. Et c'est ça, en fait, qui nous porte aussi, c'est qu'on arrive finalement à trouver la bonne personne, capable de le faire, prête à le faire, ayant envie de le faire surtout, et que la rencontre se fait parce que les projets sont précis et sont qualifiés. Et ce sont des missions qu'on accepte, mais qu'on n'accepterait pas comme un job full-time. Voilà, alors je ne sais pas si c'est partagé dans les autres métiers, mais c'est quelque chose qu'on observe nous de façon assez quotidienne. Joseph, à vous, et puis après, ce sera à Peggy. Oui, bonsoir. En fait, vous venez de dire ce que j'ai pensé. En fait, ce que je vois en travaillant depuis quelques années comme manager de transition, me spécialiser dans le métier direction immobilière et prestations en services généraux, référencés chez des gros bureaux, qu'ils ont du mal à trouver des missions pour un profil comme la mienne parce qu'il est trop spécialiste et pas assez généraliste. Mais en même temps, quand ils arrivent vers moi, qui viennent avec des missions qui sont assez peu dimensionnées, enfin peu expliquées, où le besoin du client n'est pas vraiment expliqué, et en fur et à mesure, en faisant les missions se développent parce que le besoin des clients devient de plus en plus clair, en fait. Et en fait, c'était une de mes questions, parce qu'en écoutant la présentation, ce que je me dis, en fait, c'est ça qu'on cherche aussi comme manager de transition spécialisé dans certains métiers, qu'on arrive à un certain groupement où, comme vous faites chez Juste, autour du métier de communication, mais autour des autres métiers, pour en fait créer un réseau via le cercle qui aide ou qui peut accompagner pour cette partie vente, apporteurs d'affaires pour des managers de transition qui sont spécialisés dans certains domaines. On le fait aussi, oui, on a en place un modèle d'apport d'affaires pour les managers qui nous apporteraient des missions qu'ils n'assureraient pas eux-mêmes, évidemment. Évidemment, on fait ça. Mais je vais répondre un peu sur le côté, mais pendant longtemps, on disait, ouais, on a 100 managers, puis on a 200 managers, puis on a 300 managers. Et en fait, on se rend compte que ça n'a pas beaucoup de sens. La seule chose qui compte, c'est d'avoir le bon ou la bonne au moment où on nous le demande. Bien sûr. Et donc, en fait, on a un peu changé notre façon. Bien sûr, on alimente notre vivier, mais on a un peu changé aussi notre façon de voir les choses et de vraiment essayer d'aller chercher. Et c'est pour ça que je vous encourage à spécifier de façon très détaillée, notamment le profil LinkedIn, parce que ça reste ouvert, et qu'en discutant avec un certain nombre de chasseurs de tête ou de confrères, aujourd'hui, c'est moins leur base de données que du sourcing en temps réel sur les réseaux. Parce que ça vient en complément, évidemment, de ce qu'on peut connaître, de ce qu'on peut avoir enregistré ou qu'on peut avoir référencé, les individus qu'on a pu référencer dans une base de données. Donc, je reviens à ce message de spécification et de cartographie des compétences. C'est aussi important sur les profils publics. Absolument. Peggy Delage, peut-être, et puis ensuite Jean-Philippe Delmas. Allez-y, Peggy. Oui,
Oui, bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup, Benoît, pour cette approche différente, justement par compétences et plus par secteur d'activité. Et à ce propos, là, j'ai une question un peu pour tout le monde. Est-ce que vous connaîtriez des acteurs qui sont spécialisés dans le métier de la relation client au niveau du management de transition? Sur la relation client, notamment les centres de contact, etc. Parce que chaque fois que je vais voir sur les différentes plateformes, je tombe sur des choses très générales. Alors, quelquefois, le centre de contact, la relation client, le service client est rattaché à la supply. Quelquefois, c'est rattaché au marketing ou aux ventes. Mais jusqu'à présent, je n'ai jamais trouvé d'acteur, notamment, qui mettait vraiment en avant la partie relation client, qui pourtant me semble être un métier en demande et où il y a autant de demandes en management de transition qu'ailleurs. Je vais donner un début de réponse en ce qui me concerne. Il n'y en a pas vraiment, je pense, parce que j'en ai fait une petite étude de marché. Et j'espère que Juste sera le premier dans quelques temps, parce que ça fait partie, c'est sur notre liste de territoires à explorer, parce qu'effectivement, on va plutôt aller dans, c'est connexe au métier du marketing, vous le disiez. Tout à fait. Et c'est très souvent piloté par les mêmes entités. Et donc, il y a une vraie pertinence à ça. Et on pense que ça fait partie des métiers sur lesquels il faut qu'on convertisse. Mais si on veut pouvoir se développer là-dessus, il faut qu'on ait avec nous, pour nous aider, des gens dont c'est le métier, pour aller parler de ce métier et comprendre le besoin. Et il y a plein de choses sur lesquelles moi, je ne suis pas compétent. Et donc là-dessus, moi, ça fait partie de notre plan de développement. C'est dans les métiers qu'on cible. OK. Répétez pas aux concurrents. Non, je est prête à discuter justement de l'analyse des besoins clients. Et je pourrais vous donner, Peggy, des noms de managers de transition qui sont spécialistes de la relation client. J'en connais quelques-uns, mais pareil, qui me disent aussi qu'on n'a pas, il n'y a pas vraiment d'organisme spécialisé. Mais bon, voilà. Et je trouve que c'est intéressant là d'avoir la vision de Benoît qui dit oui, il n'y en a pas, ils ont fait l'étude de marché. Oui. Donc ça confirme, mais que justement, ils ont bien repéré le besoin. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Il n'y en a pas que j'ai identifié, je ne dis pas qu'il n'y en a pas du tout. Non. Jean-Philippe Delmas avait une question également. Oui, alors bonjour Benoît, merci pour toutes ces explications. Votre organisme est donc spécialisé dans le marketing, mais face à la maturité des clients qui ne sont pas forcément prêts, vous auriez sans doute besoin de ressources informatiques pour réorganiser, externaliser dans le cloud tout leur système d'information et après utiliser des data scientists pour aider vos marketeurs à faire des études de marché qui soient cohérentes. Je suis bien d'accord avec vous, mais le métier de data scientist, en fait, on est en train de discuter avec des spécialistes de ces métiers-là pour essayer d'avoir des approches conjointes. Mais moi, je ne saurais pas le faire et je ne pourrais le faire qu'en étant, encore une fois, avec cette exigence de précision. Mais le diagnostic, je le partage avec vous. C'est qu'effectivement, il peut y avoir pertinence à faire travailler ensemble des gens de data et des gens de marketing. Tout à fait. Si. OK, d'autres interventions? Moi, j'en ai une aussi, Benoît, sur je trouve assez remarquable en 20 mois d'avoir décroché 75 missions, 30 clients au CAC et d'avoir 20 managers là en activité en ce moment. Est-ce que quand vous rencontrez les entreprises clientes, les entreprises finales clientes pour vous, est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a encore une méconnaissance de ce métier du management de transition et est-ce que vous êtes en train aussi d'évangéliser un petit peu vos contacts et les entreprises que vous visitez? Oui, ça c'est clair. D'abord parce qu'effectivement, dans les métiers de la communication, c'était très peu développé, même si je pense que c'est la communication et les agences qui ont inventé le freelancing. Le mot freelance est né plutôt, je crois, dans les métiers de communication et de publicité. Et donc, pour les métiers d'exécution, ça existe depuis longtemps. Un graphiste, un créatif, souvent, ça s'employait comme cela. Mais aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est qu'il y a effectivement encore un besoin d'évangélisation important, en particulier auprès des équipes RH. On arrive assez rapidement à convaincre, ou en tout cas à faire comprendre aux responsables opérationnels
parce qu'effectivement, d'avoir quelqu'un en mission, les gens qui en plus, pour beaucoup, ont l'habitude d'avoir des consultants, même si ce n'est pas du tout le même métier que d'être consultant. Mais voilà, d'avoir une prestation externe et de quelqu'un qu'on va embarquer, c'est quelque chose qui se fait assez facilement. Pour les équipes ressources humaines, c'est beaucoup plus compliqué. La compréhension du modèle n'est pas aussi simple, y compris sur les chiffres, et de faire en sorte qu'ils ne comparent pas un taux journalier, un honoraire, un salaire brut, ça demande de la pédagogie, parce que ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose en coût pour l'entreprise, c'est pas la même chose en termes de revenus brut ou net. Brut, nous on évite d'en parler parce que c'est un salaire qui n'existe pas, hein. Personne ne le touche et personne ne le paye. Le salarié prend du net et l'entreprise a des charges sensiblement plus importantes. Donc il y a cette pédagogie qui n'est pas facile avec certaines organisations, et notamment très structurées, très processées, où voilà, il faut faire un peu de pédagogie, mais je crois beaucoup à cette pédagogie. Je suis assez confiant sur le développement du marché. On parle de 15% de croissance par an, c'est peut-être un peu plus, c'est peut-être beaucoup plus, je ne sais pas. Mais nous, on est convaincus, par exemple, qu'on a à peine exploré 20% du potentiel que l'on a sur les métiers qu'on connaît bien, et que ce potentiel, il peut s'élargir de façon très significative. C'est juste une question d'approche et de temps et de pédagogie. Et puis, de plus en plus, les entretiens qu'on passe tous les jours, on a de plus en plus de salariés qui veulent changer d'approche, qui sont prêts à changer d'approche ou qui souhaitent changer d'approche, et pas uniquement à des moments de rupture professionnelle, ça peut être aussi des volontés et des choix, à un certain moment, de le faire différemment. Et ça, on a la sensation, même si on est tout jeune sur le marché, on a la sensation que ça monte et ça se développe. Et donc, cette rencontre, comme je disais tout à l'heure, entre le besoin des entreprises qui ouvrent leurs organisations sensiblement plus, et le fait que, y compris très jeunes, parce qu'on en rencontre quelques-uns, cette façon de travailler est en train de s'institutionnaliser d'une manière ou d'une autre. Le CDI n'est pas mort, hein, ça restera sûrement dominant pendant très longtemps, mais il y a l'opportunité plein d'autres formes de collaboration. Et c'est pour ça que nous, on n'est pas sur le marché du travail, on parle de marché de l'expertise. Et que l'économie de l'usage appliquée au marché de l'expertise, c'est ce qu'on fait ici, et c'est voué à se développer très fortement. Et plus il y a d'expertise, plus c'est, à mon avis, plus il y a de potentiel. Okay. J'ai toujours une interrogation sur la façon d'approcher les PME qui bénéficient peu du management de transition à cause du coût souvent, mais sûrement aussi à cause du manque d'évangélisation de ce tissu, enfin ce tissu d'acteurs économiques. Ma question, c'est, à part le temps partagé qui peut être une solution, est-ce que vous en voyez d'autres pour que les PME goûtent et adoptent aussi le management de transition? Alors, deux éléments de réponse à ça, parce que c'est quelque chose sur lequel on travaille. La première complexité, c'est que c'est un peu ce qu'on appelle Blue Ocean, hein. C'est extrêmement vaste, et que aller faire de l'évangélisation dans un tissu aussi vaste, c'est assez compliqué. Et donc, la conclusion qu'on en tire, nous, c'est qu'il faut essayer de trouver le moyen de rentrer par les réseaux locaux, régionaux, les groupements de dirigeants en local. On a essayé de discuter, hein, on a discuté avec le MEDEF, on a discuté avec BPI France, ils en ont conscience, mais c'est compliqué pour eux, et BPI France a 200 experts qu'ils missionnent régulièrement pour aider les PME qui sont des indépendants. Mais voilà, c'est pas si évident, et donc, si pédagogie ou évangélisation doit y avoir, c'est plutôt par ce tissu. Oui. De groupes, de business clubs, de peu importe comment on les appelle, de MEDEF territoriaux, où ça peut se passer avec un peu des ambassadeurs, des gens avec qui ont fait appel à ce type de collaboration et qui vont être capables d'en parler. Ça, c'est la première chose. La façon dont on travaille, nous, c'est effectivement, c'est très cher, et un patron de PME va avoir du mal à se projeter quand même sur l'investissement à long terme. Et combien ça va lui coûter par rapport aux résultats qu'il va avoir. Alors, nous, c'est encore plus compliqué parce que parfois, la communication est perçue comme un centre de coût avant d'être autre chose.
Et donc, il faut qu'on puisse, en plus, la pédagogie du métier. Mais ça fait très longtemps que je le fais, donc ce n'est pas très compliqué. Ce qu'on essaye de faire, en fait, c'est qu'on découpe la mission en tranches, en séquences, et on essaye de commencer, quand il y a l'hésitation, quand ce n'est pas simple, quand ce n'est pas très clair, on essaye de commencer par un diagnostic. Et on fait une première phase diagnostique qui peut durer quelques semaines, un mois, voilà, qui permet de poser les choses. Parce que très souvent, la question qui est posée, elle est très générique par rapport à la réalité de la problématique. Quand on nous dit « j'ai un problème de communication », c'est un peu plus complexe que ça. Et je me rappelle l'un de mes clients qui nous a dit ça, et au bout d'une heure, je lui ai dit « la com, on verra plus tard, mais quand vous aurez aligné votre stratégie, vos ventes et votre marketing, à partir de ce moment-là, vous pourrez communiquer sur quelque chose. Donc, peut-être qu'on peut réfléchir à aligner les ventes et le marketing. » Et on a trouvé un manager qui a travaillé là-dessus, qui était un directeur marketing, et qui a fait un alignement. C'était une PME, hein, pas très grande, qui a réussi à tout remettre. Première séquence, il a fait un diagnostic avec un plan d'action. Il lui a proposé le plan d'action. Et en fait, PME a acheté le plan d'action parce que là, elle voyait très bien concrètement ce que ça voulait dire. Et la mission, finalement, elle a duré 10 mois. Donc le manager est intervenu pendant 10 mois. Et il était à mi-temps quasiment. Donc, il y avait vraiment beaucoup d'engagement. Voilà. Donc, c'est une façon que l'on a trouvée, je ne sais pas si c'est la panacée universelle, mais c'est une façon que l'on a trouvée d'intervenir auprès de PME, à la fois pour les rassurer et à la fois pour les accompagner dans la durée, en faisant ce travail de séquencement. OK. Et il y a d'autres remarques, d'autres questions? Non, rien. Non, enfin, simplement, quand vous avez approché BPI, Benoît, oui, ils ont 200 consultants qui donnent des conseils aux entreprises. Ils font des courtes missions de 1, 2, 3 semaines peut-être. Mais n'ont-ils pas l'idée ce serait pas mal que BPI ait aussi un panel de 200 managers de transition pour des missions beaucoup plus longues? C'était un peu l'idée. C'était un peu l'idée. Mais bon, pour le moment, ce n'était pas complètement dans leur modèle. Donc, on n'a pas dû être très convaincant. Donc, il va falloir qu'on y retourne. Ou que d'autres le fassent mieux que nous. Pourtant, je suis sûr qu'un homme de communication a tout essayé pour les persuader. Oui, c'est un vrai sujet. Ouais. OK. D'autres remarques, allez-y, n'hésitez pas. Hein, on a encore quelques minutes ensemble, donc n'hésitez pas à solliciter Benoît. Comment vous répartissez les rôles, Benoît, avec Louise? Vous connaissez l'histoire, elle fait tout, je fais le reste et inversement. Mais quand on est co-entrepreneur et associé, en fait, il faut s'occuper de tout. Non, on se répartit soit par affinité, alors pour le coup sectorielle. Louise a une culture de banque et de luxe, donc effectivement, elle est plus à l'aise avec ces clients-là, ou en tout cas, ça va plus vite, elle comprend plus vite le besoin, et moi, je suis beaucoup plus dans la grande consommation. Donc voilà, il y a déjà cette façon-là. Il y a nos réseaux personnels, c'est aussi ça qui fait que le premier qui est appelé, en général, fait ça. Et puis le reste, on se partage les joies de l'administratif, de la comptabilité, de l'informatique, de la gestion. Dans la distribution, j'ai passé quelques années aux achats, donc il m'incombe de négocier avec les directions achats et de faire les appels d'offres. Et elle est très heureuse que je m'en occupe. Parce que là aussi, je pense que ça fait partie des services d'ailleurs, que les cabinets de management de transition apportent, et peut-être pourraient valoriser un peu mieux, ou en tout cas faire valoir mieux, c'est le fait qu'effectivement, ils protègent. En tout cas, ils jouent l'interface entre les structures administratives et comptables des grandes entreprises et les managers. Nous, nos managers sont payés à 30 jours. Donc, on assume, nous, l'écart de trésorerie, vous imaginez bien qu'il y en a un, et donc on assume le fonds de roulement à leur place. Donc, voilà, donc on négocie avec les achats, on gère la première couche administrative, on passe un contrat avec les managers de façon beaucoup plus simple, et on assume aussi la facturation et le paiement avec eux. Et je connais même un acteur d'une plateforme digitale qui émet les factures pour le compte de ces intervenants. C'est un service qu'il rend. Très bien, merci beaucoup Benoît.
Merci pour vos questions et pour votre attention. J'espère que ça vous a un peu éclairé sur les métiers de la communication. Absolument. Je tente, si jamais il y a une dernière question, une dernière remarque, n'hésitez pas, profitez-en. Vous avez Benoît Cornu sous la main. Moi, j'ai juste un petit commentaire, c'est que quand on est directeur de la communication depuis des années, qu'on a été, comme le disait Benoît, c'est toujours très intéressant. Moi, j'ai fait ce profil-là, j'ai été en poste dans des groupes cotés et j'ai été indépendant à l'étranger. C'est que les postes de directeur de la com sont très exposés et donc trouver un manager de transition dans la com, c'est aussi une question de carrure de la part, si c'est pour un poste de numéro 2, de la part du directeur de la com, que d'avoir un manager de transition dans la com qui soit aussi capé que lui ou qu'elle pour la mission. Voilà, je dirais que c'est peut-être une fragilité supplémentaire par rapport à des postes peut-être dans la finance ou les RH, à cause de l'exposition de la profession. C'est une réalité. J'ai vu le nom d'un manager avec qui on a travaillé et qui effectivement entendait ça, enfin en tout cas, le DIRCOM qu'il travaillait s'est entendu dire effectivement mais tu te rends compte, elle pourrait prendre ta place. Et je trouve que la qualité d'un manager, c'est au contraire de s'entourer des meilleurs, voire de meilleurs que lui. Et que souvent, c'est la traduction d'une vraie vision et d'une vraie compétence. Mais je suis d'accord, Véronique, ça existe, il y a encore mais heureusement, on n'en a pas beaucoup. C'est une discussion qu'on a régulièrement et on est plutôt du bon côté. La majorité est plutôt très à l'aise avec ça. D'avoir franchement des gens très bons et très capés à côté d'eux. Benoît, juste une petite question. À partir du moment où vous faites aussi du recrutement, est-ce que vous pouvez nous envoyer la liste des postes ouverts parce qu'on peut peut-être vous recommander du monde? On fait ça beaucoup par approche directe, mais par le biais de François, effectivement, je le ferai. Je mettrai ça. Merci beaucoup pour la suggestion. Cela dit, j'en ai peut-être 2 ou 3 que je peux le faire là. Mais non, c'est très bonne remarque. Je prends le point. Merci. On pourra Benoît, on verra avec Benoît, mais on pourra les envoyer aux participants de ce soir si Benoît en est d'accord. Il n'y a aucun souci pour moi en tout cas. Hein. J'ai des postes assez juniors en ce moment. Les autres, je suis un peu engagé. C'est déjà un peu. Là, c'est un peu junior, mais je vais regarder avec Louise et si ce n'est pas ce soir, ce sera pour d'autres. Mais je prends le point. Très bien. Une dernière remarque avant de conclure. Eh bien, écoutez, on va conclure. Allez, je vous partage ce dernier slide. J'aime bien conclure par une petite enquête de satisfaction pour mesurer pour que vous puissiez nous dire si le temps investi, vous le trouvez opportun. Donc, n'hésitez pas, grâce à ce lien ou avec ce QR code, de nous mettre un commentaire sur cette heure passée ensemble et l'intervention tout à fait intéressante de Benoît. Je vous laisse encore ça quelques secondes pour que vous puissiez, avec votre téléphone, ou prendre en photo ou cliquer sur le lien. Voilà, vous avez encore quelques heures ce soir pour mettre vos commentaires si vous le souhaitez. Je vous laisse terminer en vous présentant le prochain échange qui ne sera pas avec une entreprise de management de transition, mais qui sera thématique, puisque nous parlerons avec Romain Souillard, Romain Souillard qui a cofondé Embark. On parlera de portage salarial et d'autres choses qui tournent autour du portage salarial. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre le 30 mai. Vous pouvez vous inscrire d'ores et déjà si vous le souhaitez, mais je communiquerai évidemment sur le sujet en temps et en heure. Voilà. Très efficace, Romain Souillard Embark. Absolument. On travaille avec excellent cabinet. Absolument. Pardon. Vous rappelez aussi que pour suivre l'actualité du cercle, il suffit de s'abonner sur la page LinkedIn dont vous trouvez le lien là. Et n'hésitez pas à commenter les posts du cercle, notamment celui que je mettrai demain matin et qui concernera
cette soirée. Voilà, c'est le fait de commenter, de partager, ça vous rend visible des entreprises de management de transition qui suivent le cercle et qui suivent le compte LinkedIn du cercle. Soyez-en assurés. Alors, voilà, je voulais simplement conclure et donner le mot de la fin, non pas à Louise, mais à Benoît. Et j'arrête le partage, bien sûr. Je voulais donc vous remercier tous et toutes d'avoir été présents ce soir, d'avoir répondu une nouvelle fois à l'appel ou à la proposition du cercle d'échanger sur le management de transition. Je voulais remercier Benoît pour sa disponibilité, la clarté de son intervention et l'originalité de l'approche qu'il a développé avec Louise, donc Talent as a Service. C'est vrai que les entreprises s'habituent de plus en plus à contracter des formats divers d'engagement avec les salariés ou les indépendants que nous sommes. Donc merci pour cette approche. Voilà, peut-être Benoît, le mot de la fin pour conclure. Il n'y a pas de mot de la fin, j'espère, heureusement. Plutôt le début. Mot de la fin, FAIM peut-être. Non, mais on parle beaucoup de Future of Work. Oui. Mais en fait, la réalité, c'est que ce n'est pas Future of Work, c'est New Work Order, c'est aujourd'hui et maintenant. Et donc, ce n'est pas pour demain. La bascule s'est faite par le télétravail qui a été un moment. Le confinement a fait basculer les choses et je pense qu'on ne reviendra pas en arrière sur ces éléments-là et qu'il y a beaucoup d'avenir et beaucoup de futur sur ce type de collaboration et le fait d'intervenir dans l'entreprise comme ça et que c'est un marché qui ne fera que se développer. Ok, merci pour ce mot de conclusion. Merci à tous pour votre attention et pour vos questions. Et puis à très bientôt, hein, vous aurez le replay disponible à partir de demain matin et puis et plein de choses nouvelles annoncées sur le cercle dans les jours qui vont venir. Allez, je vous salue, bon appétit à vous et à très bientôt.